Bonjour et bienvenue sur le plateau de Jeunes Analysants. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Yash Mutombo comme d'habitude. Bonsoir Monsieur Yash, vous allez bien? Bonsoir, je vais très bien et vous? Oui, ça va. Alors, chers téléspectateurs et chers internautes, comme la fois passée, nous avons eu un thème qui était la manipulation politique, quel impact sur la jeunesse. Aujourd'hui, nous allons développer ensemble avec Monsieur Yash Mutombo un thème, bien sûr, qui va, on espère, nous concerner tous, qui est le profit de la jeunesse dans l'Union sacrée. Alors, Monsieur Yash, on va commencer par vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'est l'Union sacrée, qu'est-ce que vous connaissez sur elle et que pensez-vous de son impact dans la politique congolaise actuelle? Alors, qu'est-ce qu'est l'Union sacrée? Comme on l'entend tous par les parties prenantes de l'Union sacrée, quand on leur pose la question de savoir c'est quoi l'Union sacrée, eh ben ils nous disent c'est la vision du chef de l'État. Et c'est ce qui m'intrigue souvent, parce que si déjà eux-mêmes qui sont les parties prenantes n'arrivent pas à décortiquer la vision du chef de l'État, je me pose la question de savoir c'est quoi l'impact de l'Union sacrée au sein de la République. Mais ce qui est vrai, l'Union sacrée, comme je le disais au départ, c'est la vision du chef de l'État, qui est pour moi une forme de coque vide, qui est juste une initiative du chef de l'État qui consiste simplement, entre guillemets, de répondre aux besoins de la République. Alors voilà, personnellement, j'ai milité toujours une nuit de chercher à cerner l'Union sacrée et son impact, mais je pense que comme vous avez dit aujourd'hui, on va débattre sur ça, et ben on aura des questions à travers nos analyses. Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure de l'Union sacrée comme étant une vision du chef de l'État. Donc, pour vous, c'est le chef de l'État aujourd'hui, Monsieur Félix Tshisekedi, qui en est l'initiateur. Alors, est-ce que vous avez une idée de comment cette union a commencé et quels sont les objectifs exacts de l'union? Parce que on ne s'unit pas pour rien. Nous imaginons que, étant initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, bien évidemment, ces objectifs ont pour but de prospérer, de mener à bien la République. Qu'en dites-vous? Alors, tout d'abord, moi, j'aimerais retracer l'histoire pour certains qui ignorent d'où vient l'Union sacrée, dans son mot, plutôt dans le nom de l'Union sacrée. Moi, je pense que, comme j'ai dit souvent, que l'histoire se répète apparemment dans mon pays. Et ben moi, je me rappelle encore de l'Union sacrée quand j'essaie quand même de lire l'histoire. Et l'Union sacrée, c'est un nom qui date des années 1991. À l'époque, lorsque le président Mobutu a signé une ordonnance qui était de convoquer le Conseil national souverain, voilà, si je ne me trompe pas, le 11 avril, et dirigé par le ministre dont j'ai oublié les noms, mais quand même, ce qui était l'opposition, c'était l'Union sacrée, dirigée par le feu Etienne, alors qui consistait à débattre sur les problématiques qui rognaient les Zaïre à l'époque. Et alors, bon, c'est assez différent de ces contextes actuels de l'Union sacrée, mais quand même, ce qui est du nom, il faudrait pas que ça soit quelque chose de nouveau qui est comme une initiative qui apparaît avec le président actuel. C'est juste peut-être qu'il s'est inspiré de ce qui était de son père à l'époque, qui consistait à regrouper les différentes forces politiques de l'opposition. Et voilà. Alors, ce qui est maintenant l'Union sacrée actuelle et la vision, d'abord, on sait que l'Union sacrée est l'initiative du chef de l'État. Alors, d'où elle sort, mais non, en fait, l'Union sacrée, pour moi, c'est une forme de continuité de l'FCCK. Alors, après les élections de 2018, dans lesquelles le président Félix a remporté, on se retrouve avec une majorité de l'Assemblée nationale qui était acquise par le FCC et une minorité avec le CACH. Et alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et alors, le pays a peut-être assez sombré par le vide des institutions, du fait qu'il devait y avoir des accords qui devaient se mettre en place pour définir et faire découler le pays. Alors voilà, les accords se sont signés et nous voyons avec un gouvernement qui était dirigé par Sylvestre Iluka Kamba, si je ne me trompe pas encore le nom. Monsieur Iluka Kamba, voilà, le professeur Iluka Kamba, qui était le premier ministre qui dirigeantait à l'époque le FCCK. Et après, malheureusement, elle n'a pas su atteindre ses objectifs, du fait qu'avec les différents problèmes que le président a su évoquer dans les différentes sorties médiatiques qu'il a su faire, que ce soit à l'étranger ou au pays, qui s'exprime auprès de la population pour lui faire comprendre qu'il était buté à des différents problèmes, qui l'empêchaient de concrétiser la vision du peuple d'abord. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà.
le président a jugé de réformer la majorité parlementaire. Alors, c'est par ce concept qu'il a su créer l'Union sacrée qui consistait à regrouper toutes les forces vives de la République. Alors, il faut tenir toujours en compte que quand on veut atteindre un objectif qui est de bénéfique pour la nation, et alors, assez souvent, il faut toujours consulter les différentes forces vives politiques. Bon, les différentes forces vives, que ce soit société civile, politique, peu importe, différentes arts. Alors, le président a consulté, il a pris le temps de consulter toutes les différentes parties prenantes. Il y a eu la société civile, il y a des musiciens, il y a des organisations, il y a eu tout ce qu'il y a pu y avoir, qu'on a su voir le défilé, qui a certainement pris 3 mois, si je ne me trompe pas, et 3 mois et demi, max 2 mois. Alors, voilà, c'est où commençait l'Union sacrée avec le gouvernement qui se regroupe de toutes les parties prenantes. Alors aujourd'hui, parlons de l'union sacrée que vous avez su évoquer, que vous nous avez donné la brève histoire de cette union tout d'abord, mais plus spécifiquement de l'union sacrée. Aujourd'hui, à la veille des élections que nous rappelons doivent se tenir en 2023, pensez-vous que l'union sacrée a atteint ses objectifs de ce mandat qui se tient à sa fin, et pensez-vous que l'Union sacrée aura raison de se présenter aux élections prochaines? D'abord, l'Union sacrée n'est pas une parti politique, c'est ni moins encore une plateforme, c'est ni qu'une vision, c'est-à-dire qui regroupe les différentes classes. Une vision politiques. Qui regroupe qui? Parce que tout à l'heure, vous nous avez parlé de l'Union sacrée comme étant une autre facette du FC, alors que maintenant, ça devrait être l'inverse, puisque en somme, l'Union sacrée regroupe les anciens opposants de l'ancien régime. Qu'est-ce qui fait? Non, l'Union sacrée ne regroupe pas les anciens opposants de l'Union sacrée. Qui font partie exactement de l'Union sacrée? Mais c'est juste le même, en fait, le même dignitaire, c'est-à-dire le même acteur politique qui était dans le FCC. Le FCC n'était pas de l'opposition, le FCC était de la majorité présidentielle. Justement, et cette majorité, aujourd'hui, qui se retrouve encore dans l'Union sacrée. Or, nous savons très bien que monsieur le président de notre République était de base dans l'opposition, aujourd'hui se retrouvait dans la tête d'une majorité avec des majoritaires de l'ancien régime. Ne pensez-vous pas que c'est une faille pour le régime en place actuellement? Bon, en fait, déjà, il faut savoir c'est quoi l'opposition. L'opposition, c'est quoi? C'est la partie qui s'oppose à la majorité, celle qui voilà. est contre ou n'adhère pas forcément aux visions du pouvoir en place. Voilà, c'est ce qu'on a vu avec le FCC Cash, qui était, comme on dit dans le jeu politique, le jeu de contre-pouvoir. D'accord. Voilà. Alors, bon, en fait, ce qui est de l'impact pour le processus électoral de l'Union sacrée en termes d'objectifs. Alors, on doit se rappeler que l'objectif de l'Union sacrée, la priorité de l'Union sacrée, dont le président a su mandater le Premier ministre Samuel Condé, elle s'est définie par 4 ou maximum 5 axes qui étaient la santé, l'enseignement, la sécurité, la justice et l'infrastructure. Voilà. Certainement, il y a encore d'autres que j'ignore, mais bon, pour l'instant, c'est ce que je connais. Alors, si on doit dire l'impact ou l'objectif atteint de l'Union sacrée pour remporter les élections de 2023, alors on doit se poser la question, ce qui est de l'enseignement, ça pose problème. À quel niveau cela pose problème? Et aujourd'hui, on rappelle... Déjà, en fait, quand on voit les différents rapports de ce qui est de l'impact de l'enseignement avec la gratuité de l'enseignement, qui est une belle initiative, comme je disais au départ avec une première émission. Mais je vois souvent les gens évoquent savoir qu'il y a eu une augmentation des salaires des professeurs. Ok, mais est-ce ont-ils augmenté le pouvoir d'achat des enseignants? Donc, d'après vous, ce pouvoir d'achat est relié directement au salaire? Automatiquement. J'ai peut-être pas connaissance en termes économiques, en termes de finances et tout ce qui va avec, mais en fait, l'impact, c'est-à-dire on peut pas se réjouir d'une augmentation des salaires si le pouvoir d'achat est toujours faible. On ne peut pas s'en réjouir. Tout à l'heure, vous nous avez parlé d'impact et nous, on va revenir sur le thème qui, nous rappelons à nos très chers téléspectateurs, est le profit de la jeunesse dans l'Union sacrée. Cet impact sur les différents axes que vous avez cités, où pensez-vous que la jeunesse trouve sa place dans l'Union sacrée? Est-ce qu'elle se retrouve étant l'avenir de demain? Est-ce que la jeunesse trouve sa place exacte dans l'Union sacrée et peut-elle espérer à une prospérité étant dans l'Union sacrée? Non. Pourquoi non? En fait, déjà, faut pas espérer avec le discours politique des acteurs qui sont là à la tête de la République. Je dirais pas le président uniquement, mais bon, Qu'est-ce qui dit que ce sont des discours menteurs? Mais les actions. J'ai dit, entre le faire et les actions, il y a 1 kilomètre. Mais les actions, c'est l'impact. L'emploi, l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, vous pensez que les jeunes ne trouvent pas de l'emploi avec cette union sacrée? C'était moi un jeune qui a bénéficié
de cette programme de l'Union Sacrée. Ben, ce programme, peut-être en que termes, vous et peut-être que moi... j'aimerais pas rester dans j'aimerais pas individualiser, c'est-à-dire c'est pas un jeune qui a eu un poste qui va dire que je représente la jeunesse. Donc mais vous avez demandé qu'il a eu tout à l'heure. Non, mais j'essaie quand même de clarifier, en fait, un fait. C'est-à-dire, si en termes de quotas, si on doit parler en termes de quotas. On se dit que quand une personne est représentée, ben, c'est toute une population qui est représentée. Ne pensez-vous pas que ce jeune, qui a un poste représente la plupart des jeunes qui sont dans le pays? C'est vrai, il représente la plupart des jeunes, mais si on doit parler de l'impact dans lequel il représente la jeunesse. Donc, à votre avis, la jeunesse n'a pas son profit dans l'Union Sacrée? Non, il n'y en a pas. Je prends un exemple. D'accord. Il y a eu l'élection de vice-gouverneur. De mon cher ami Rabi Koulambe, que je salue, soutenu par le CNG, qui est le Conseil national de la jeunesse, qui a aussi eu l'occasion de rencontrer les chefs de l'État, et certainement ils ont plaidoyé pour notre cher ami, pour essayer de soutenir, comme lui-même le chef de l'État disait qu'il est d'accord sur le rajeunissement de la classe politique, de rajeunir la classe politique avec des nouveaux acteurs qui sont la jeunesse. Mais les résultats... Mais si cette jeunesse n'est pas compétente, justement... Parce que rajeunir, c'est bien. Quand on parle de la compétence. Vous et moi, nous savons que rajeunir, c'est bien, mais après, c'est les compétences qui sont. Mais quand on parle de la compétence, on fait allusion à quoi? On étudie pourquoi? On fait allusion à ce que les personnes. Ceux qui sont à la tête de la République ont eu quelles compétences? Ben, probablement peuvent-ils nous donner leur cursus scolaire, académique, professionnel? Avec les compétences nécessaires. Bien sûr. Telles que, vous nous dites bien sûr, mais quelles compétences sont requises, vous, pour gérer ces classes politiques? Non, mais en fait, déjà, ce que les jeunes apprennent à l'université, déjà, ce qu'ils nous enseignent, ce sont les acteurs politiques. Mais vous nous avez parlé tout à l'heure du niveau de l'enseignement qui n'est pas adéquat. Pensez-vous que ces jeunes qui n'ont pas un niveau requis à l'école ou à l'université sont capables de quand j'ai parlé de l'enseignement, je répondais pas à ce qui a été dit par le chef de l'État. Moi, je suis pas dans ça. J'ai parlé de l'enseignement en termes de la gratuité. Vous parlez de l'enseignement en termes de la gratuité, mais la gratuité, justement, on rappelle que beaucoup d'écoles ont pâti de ce problème de gratuité. Aujourd'hui, on se retrouve... Faute à qui? Faute probablement aux initiateurs dont je tais le nom. Mais les initiateurs, si on doit mesurer l'âge de ces initiateurs contrairement à nous. Mais c'est ça, en fait, la jeunesse en pâtit et voilà. C'est ce qui choque, c'est ce qui fait que quand je regarde le programme, les différents programmes qui sont présentés au niveau de l'Assemblée nationale, je vois pas. En fait, ces hommes qui sont là ne brandissent pas l'intérêt de la jeunesse en termes de génération. C'est ce qui fait que on répète, l'histoire se répète, on a que le même. Souvent, je me pose la question de savoir est-ce que souvent le peuple congolais ne mérite pas ses dirigeants? Et qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse aujourd'hui, puisque vous pensez et vous affirmez Avant que j'arrive, je veux qu'on reste d'abord sur l'intérêt de la jeunesse dans l'Union Sacrée. Comme je disais avec mon cher ami Rabi Koulambe, qui était vice-gouverneur indépendant, soutenu par nous, le jeune, ainsi que le Conseil national de la jeunesse, qui est l'organe qui représente la jeunesse. Voilà. Malheureusement, du fait qu'il n'est pas d'union sacrée, il n'a pas été ticket gagnant. Vous prenez son exemple parce qu'il est votre ami. Non, il faut y mettre. C'est pas question de l'amitié. Non, c'est pas question de l'amitié. Déjà, faudrait pas mélanger ces genres de pratiques. Moi, je suis pas pour défendre mon ami. J'ai juste évoqué un exemple qui est de la représentation de la jeunesse congolaise dans l'union sacrée. D'accord. C'est-à-dire l'intérêt qui brandit la jeunesse. Le problème aussi, le peuple congolais n'a pas cette notion de ce qui est de voter indépendant, le système indépendant, les convictions idéologiques. Le système dans lequel on a grandi, voilà, c'est ça. L'indépendance. Je pense. Surtout les domaines, justement. Bon, c'est ça. C'est ce qui n'est pas bon. Il faudrait quand même qu'on essaie de se cultiver sur ces côtés-là aussi. C'est pas parce que je suis pas d'un parti politique que je suis l'ennemi d'un parti politique. C'est pas parce que je suis pas Ce n'est pas parce qu'on n'adhère pas à une vision que l'on est contre cette vision. C'est ce que vous voulez nous dire. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais après, tu vois, c'est ce qui complique. Mais il y a eu un moment, il y a eu entre guillemets, ces lancements de programmes de financement pour les entrepreneurs jeunes. Je me pose la question, où est-ce que ça y est, cet argent? La jeunesse. Peut-être que les cadres, les programmes de jeunesse ont été financés, effectivement. Est-ce que vous suivez les débats qui se passent au niveau de l'Assemblée nationale? Oui, bien sûr. Avez-vous entendu les différentes propositions prises en considération au niveau de la CNNJ par l'Assemblée nationale? Oui, mais bon, ils ont rejeté, je dirais pas qu'ils ont rejeté, mais ils n'ont pas
pris ça en considération. La proposition de la CNG est mise à côté. Est totalement mise à côté, on n'évoque pas. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous demanderez, vous suggérez à toute cette classe politique et à toutes ces personnes? Bon, moi, ce que je vais dire à la jeunesse, c'est qu'il faut voter jeune. Bientôt, les élections sont en train d'arriver. Voter jeune ou voter compétence? Les deux. Il faudrait en tenir compte aussi de la compétence. Et si les jeunes n'incarnent pas les compétences requises? Eh ben, en fait, il y a un problème aussi. Je crois que j'ai une vidéo que je vais quand même enregistrer de 2 minutes que je vais prendre sur mon compte Instagram. Il y a une proposition qui vient d'être rejetée aussi. Laquelle? C'est de savoir, il y a une proposition qui est faite par la société civile, ce qui est de voter, d'éviter de dons en termes d'élections, c'est-à-dire ce qui est dedans. Les dons en nature, pour voilà, t-shirt, tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a là. Elle est rejetée. Pourquoi est-ce qu'elle est rejetée? En fait, dans mon pays, le problème avec la population, on ne vote pas utile, on vote en termes d'émotions. Moi, déjà, ce qui est vrai, je souhaite vraiment qu'en 2023, que je sois parmi les figures de la nouvelle classe politique. Alors, moi, j'ai rien. Moi, je suis un jeune. Je suis en train de finir mes études dans une année. J'ai rien et que tout ce que j'ai dans ma tête, c'est les initiatives. Ce sont les projets, les programmes que j'aimerais présenter à la population. Contrairement à un attaque politique. Vous n'avez rien, sans pour autant. En termes de finances. Vous n'avez rien en termes de finances. Mais pensez-vous aujourd'hui qu'il est prudent de mettre, en niveau 1, dans des secteurs d'opposition, une personne qui, en termes de finances, n'a rien? Les États-Unis aujourd'hui nous ont démontré par excellence que les bons dirigeants sont ceux qui, justement, dans leur propre compte, ont non, quand je parle de rien, je ne dis pas que j'ai rien en termes de, c'est-à-dire, vous n'avez rien en termes de statut. C'est-à-dire en termes de campagne, c'est-à-dire pour assurer mon élection, pour battre campagne, en termes de, c'est-à-dire, avec le pratique qui se passe, bassin, vêtements et tout ce qui est. Comment comptez-vous alors, non, mais je présente mon programme. D'accord. Je présente mon programme. Pour vous, c'est ce qui est suffisant. En fait, il faut soutenir. C'est ce qui est suffisant. Bien sûr. En fait, ce qui est dans la politique, on ne soutient pas quelqu'un parce qu'il a de l'argent. On soutient par rapport aux les initiatives et les programmes qu'il présente. Parce que au cas où il doit y avoir redevabilité de ce qui a été dit par rapport à un programme, au moins on a des éléments qui assistent que vous n'avez pas atteint l'objectif pour lequel nous avons voté. Le problème aujourd'hui, moi je pense, c'est que nos téléspectateurs aussi peuvent penser comme moi, c'est de se dire que donner à quelqu'un qui probablement n'a que des idées et des initiatives, des postes à responsabilité, n'ayant pas grand-chose financièrement, on va dire ça comme ça peut être dangereux dans ce sens où, en atteignant les postes à responsabilité, cela évoque ou équivaut aussi à atteindre un niveau financier. Non, ça c'est... Est-ce que ce niveau ne pourra pas perturber une personne qui n'a jamais été... Je prends un exemple, vous savez que le président... autonome financièrement. Vous savez que le président Donald Trump n'a jamais bénéficié de différentes contributions de son parti politique. Oui, mais parce que justement, lui, il avait de l'argent. Il avait de l'argent. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas refusé? Contrairement à vous. Mais c'est ce que moi je dis. Moi, du fait peut-être que je vais pas, bon, déjà, il faut savoir que les partis politiques ne financent pas ne financent pas les campagnes électorales des candidats. Alors, ce qui est quand même assez avantageux parce que, au moins là, je serai pas redevable à un parti politique, mais plutôt à ce qui était un programme que j'ai planté à la population qui a jugé bon de me mettre là. Vous serez redevable à la population. C'est logique. Moi, en fait, déjà, je suis clair sur ces points-là. Je ne suis pas là et je ne milite pas pour les intérêts des individus. C'est l'amour du pays qui prime pour moi. Je suis pas très content de voir les conditions dans lesquelles les générations qui se sacrifient 5 ans qui se suivent, de jeunes qui ne savent pas par où sortir, par où commencer, des programmes qui se font pas suivre par des représentants qui sont là à l'Assemblée nationale pour l'intérêt de la jeunesse. Non, moi je suis pas là pour ça. Vous n'êtes pas là, pour vous c'est l'amour patriotique qui prône. Nous espérons que d'ici quelques autres émissions, nous aurons à savoir et à connaître réellement quel est votre intérêt en espérant faire partie des figures politiques de notre pays. Alors, le thème d'aujourd'hui, comme nous le savons tous, c'est le profit de la jeunesse dans l'union sacrée. Vous qui pensez que cette jeunesse n'a aucun profit dans l'union sacrée, qu'est-ce que vous pouvez lui dire aujourd'hui avant de clore notre émission? Eh ben, tirons les leçons. Tirons les leçons de ces 5 années qui s'épuisent déjà pour préparer une nouvelle attaque pour les sanctions qui vont intervenir avec cette classe politique.
Prenons l'essence pour le nouveau quinquennat qui va commencer les 5 ans à partir de 2023. Très chers téléspectateurs, nous vous remercions de votre fidélité et merci à vous, Monsieur Yash, d'avoir partagé ce plateau avec nous. Nous vous invitons, très chers téléspectateurs et internautes, à suivre nos vidéos, à suivre ces débats politiques, surtout à s'abonner sur les différents comptes des différentes plateformes pour pouvoir partager ensemble ce qui nous tient à cœur, qui est notre res publica, notre pays. Alors, en vous disant à très vite, nous vous souhaitons une très bonne santé et bien des choses. Merci et à très bientôt. Merci H.